Après la liaison de ma femme avec mon riche patron, j'ai perdu mon travail, ma maison, mes enfants. Tu mourras pauvre et seul, m'a-t-elle écrit dans un texto. En m'installant dans un box de stockage, j'ai trouvé une mallette verrouillée portant mon nom. À l'intérieur se trouvaient 50 000 $ en liquide et un mot, ceci n'est que de l'argent pour le voyage. La véritable fortune vous attend à ses coordonnées. Quand je suis arrivé, ce que j'ai vu m'a tout fait comprendre. Je vivais dans un box de stockage de 1,5 par 3 mètres, mangeant des haricots froids à même la boîte, quand j'ai trouvé la mallette qui a tout changé. Je m'appelle Roger Andry, et il y a 6 mois, j'avais tout, une femme magnifique, 2 enfants, un emploi stable à la Syrie. Maintenant, je regarde 50 000 $ en espèces et des coordonnées pour un endroit quelque part dans le Montana. La note dit, c'est juste de l'argent pour le voyage. Mais ce que j'ai trouvé en arrivant là-bas m'a fait réaliser que toute ma vie avait été orchestrée par quelqu'un que je n'aurais jamais soupçonné. Vous voulez savoir comment un homme passe des dîners du dimanche en famille à dormir sur un lit de camp entouré de murs en béton? Comment quelqu'un perd sa femme au profit de son patron, ses enfants à cause de mensonges, sa dignité face à un monde qui vous frappe plus fort quand vous êtes déjà à terre? Laissez-moi vous raconter exactement comment c'est arrivé, parce que la fin de cette histoire n'est pas ce que vous croyez. Ma femme, Mélanie, disait toujours que j'étais trop confiant. Roger, disait-elle en remuant son café à notre table de cuisine, tu penses que tout le monde est aussi honnête que toi. Ça va te retomber dessus un jour. C'est drôle comme la personne qui vous met en garde contre les serpents peut être celle qui cache les crochets. Vance Cromwell était plus que mon patron. Il possédait Cromwell Limbé Industries, le plus grand employeur de Millbrook, en Pennsylvanie. Son père avait bâti cet empire, et Vance en avait hérité avec le goût pour les costumes chers et les femmes des autres. J'avais travaillé là-bas pendant 18 ans, géré 40 hommes, fait tourner cette usine pendant que Vance jouait au golf et comptait de l'argent qu'il n'avait jamais gagné. Mon fils, Tommy, venait d'intégrer l'équipe de football américain du lycée, à 14 ans et déjà plus grand que moi. Ma fille, Grace, à 11 ans et elle est plus intelligente que ses 2 parents réunis. Du moins, je pensais qu'elle avait 2 parents. Il s'avère qu'elle avait un parent et une actrice qui jouaient un rôle pour de l'argent. Mais voilà ce qu'il y a de bien quand on touche le fond. Parfois, on trouve des choses qui vous ont été cachées toute votre vie. Parfois, un oncle un peu fou que vous connaissiez à peine vous laisse plus que de l'argent. Parfois, il vous laisse la vérité sur la raison pour laquelle votre père est mort quand vous aviez 5 ans, et pourquoi certaines personnes se sont assurées que vous ne posiez jamais les bonnes questions. Cette mallette que j'ai trouvée, c'est mon oncle Floyd qui l'avait mise là avant de mourir. Un vétéran du Vietnam qui était devenu bizarre après l'accident de mon père à la Syrie, qui avait déménagé dans le Montana, vécu comme un ermite, et ne nous rendait visite qu'une fois par an pour Thanksgiving. Tout le monde pensait qu'il était paranoïaque et fou. Il s'avère que lorsque vous avez raison sur tout, les gens vous traitent de fou jusqu'au moment où ils réalisent que vous étiez la personne la plus saine d'esprit dans la pièce. Le box de stockage sentait encore les cigarettes du locataire précédent. Février en Pennsylvanie, et je suis en train de réchauffer une boîte de haricots sur un réchaud de camping que j'ai acheté chez un prêteur sur gage, le même endroit où j'ai vendu mon alliance pour 40 $. L'alliance m'avait coûté 2000 $. Le mariage m'a tout coûté. Mais alors que je tenais cet argent dans mes mains, que je lisais la note de Floyd sur le fait que la mort de mon père n'était pas un accident, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mélanie m'avait envoyé un texto disant que je mourrais pauvre et seul. Elle avait tort pour la pauvreté, et pour la solitude aussi, une fois que mes enfants apprendraient la vérité. Mais pour ce qui est de mourir, eh bien, l'ancien Roger était bien mort. L'imbécile crédule qui croyait en l'amour, en la loyauté et au travail acharné pour une vie honnête. Cet homme est mort dans un box de stockage, tenant 50 000 $ et une lettre qui disait que tout ce que je savais était un mensonge. Les coordonnées laissées par Floyd pointaient vers un endroit dans le Montana dont je n'avais jamais entendu parler. À 1000 miles de Millbrook, à 1600 km de la maison que je possédais autrefois, de la femme qui m'a trahi, du patron qui m'a détruit par jeu et par profit. 1000 miles à parcourir avec rien d'autre que des questions et le soupçon grandissant que la mort de mon père, mon mariage, ma vie entière était liée par des fils que je n'avais jamais vus. Je m'appelle Roger Andry. J'ai 42 ans. Il y a 6 mois, je n'étais personne de spécial, un superviseur dans une scierie avec de la sueur dans les cheveux et une honnête journée de travail à mon actif. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai découvert que mon oncle a passé 40 ans à rassembler des preuves de meurtre. Que ma femme a été placée dans ma vie dans le cadre d'une arnaque qui a commencé avant même ma naissance. Et que l'homme qui m'a tout pris était le fils de l'homme qui a tué mon père.
Ceci n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de vérité. Sur la façon dont, parfois, Dieu ou le destin ou peu importe en quoi vous croyez, vous dépouille de tout pour que vous puissiez enfin voir ce qui a toujours été caché en dessous. C'est l'histoire d'un box de stockage en Pennsylvanie, d'une cabane dans le Montana, et de 8 millions de dollars dont je n'ai jamais connu l'existence. Mais surtout, c'est l'histoire de comment le pire jour de votre vie peut mener à votre salut. Si vous êtes assez courageux pour suivre la carte d'un homme mort, et assez fou pour croire que la justice peut attendre 40 ans et quand même se manifester au moment où vous en avez le plus besoin. Millbrook, en Pennsylvanie, se trouve à 65 km au nord-est de Pittsburgh. Le genre de ville où tout le monde connaît vos affaires avant vous. Population de 12 000 habitants les bons jours. Construite autour de Cromwell Limbe Industries comme un corps autour d'une colonne vertébrale. Le sifflet de la Syrie retentit à 7h, midi et 17h. On pouvait régler sa montre dessus, et la plupart des gens le faisaient. J'avais entendu ce sifflet toute ma vie. D'abord enfant, quand mon père travaillait à l'atelier, puis adolescent, quand je balayais la Sûre pour me faire de l'argent l'été. Finalement, en tant qu'homme qui dirigeait toute l'opération de l'atelier. J'avais donné 18 ans de ma vie à cet endroit. J'ai commencé à charger des camions à 24 ans. J'ai gravi les échelons jusqu'à devenir superviseur à 35 ans. La Sûre ne part jamais vraiment de vos vêtements, mais je la portais comme de l'eau de Cologne. Le travail honnête a sa propre odeur. Mélanie aimait ça chez moi quand nous nous sommes rencontrés. Tu sens le bois fraîchement coupé, disait-elle en enfouissant son visage dans ma chemise de travail quand je rentrais à la maison. C'était à l'époque du lycée, quand elle était Mélanie Driscoll, capitaine de l'équipe de cheerleader avec des cheveux blonds comme le miel et des yeux qui pouvaient vous faire oublier votre propre nom. Moi, j'étais juste Roger, le gamin qui travaillait les week-ends à la scierie et conduisait une Chevrolet déglinguée qui avait besoin d'un nouveau pot d'échappement. Nous nous sommes mariés juste après le lycée. Ses parents pensaient qu'elle se contentait de peu, mais Mélanie disait qu'elle m'aimait. Elle disait qu'elle voulait une vie simple, qu'elle voulait construire quelque chose de vrai avec quelqu'un qui savait ce que signifiait le vrai travail. Nous avons fait notre réception de mariage à la salle des anciens combattants. Mon oncle Floyd a porté un toast étrange, disant qu'il fallait se méfier des loups déguisés en agneaux. Tout le monde a ri nerveusement et a mis ça sur le compte de ses années au Vietnam. Maintenant, je comprends qu'il essayait de me prévenir, même à l'époque. Notre maison sur Maple Street n'était pas grand-chose, mais nous en avons fait la nôtre. 3 chambres, une salle de bain, une cuisine qui avait besoin d'être rénovée depuis 1982. Le propriétaire précédent avait peint toutes les pièces en beige, et nous avons passé notre première année de mariage à tout repeindre. Mélanie a choisi le jaune pour la cuisine, disant que cela capterait le soleil du matin. Elle avait raison. Chaque matin, je buvais mon café dans cette cuisine jaune, regardant la lumière faire briller ses cheveux pendant qu'elle préparait le déjeuner de Tommy pour l'école. Tommy est arrivé 2 ans après notre mariage. Né pendant une tempête de neige, il s'est frayé un chemin dans le monde comme s'il était déjà en retard pour quelque chose d'important. Grace est arrivée 3 ans plus tard, paisible comme un dimanche matin. Je me souviens de les avoir tenus chacun pour la première fois, pensant que je n'avais jamais rien ressenti d'aussi parfait. Tommy a hérité de mon côté têtu et des capacités athlétiques de Mélanie. Grace a hérité de la beauté de Mélanie et de mon amour pour la réparation des choses. Elle s'asseyait dans le garage pendant que je travaillais sur la voiture, me passant les outils, posant 1 million de questions sur le fonctionnement des moteurs. La Syrie offrait une bonne assurance, un salaire stable, assez pour 2 semaines de vacances chaque été. Nous allions à Ocean City, nous louions le même cottage chaque année. Tommy construisait des châteaux de sable pendant que Grace collectionnait les coquillages. Mélanie lisait des romans d'amour sous un parasol pendant que j'apprenais aux enfants à faire du body surf. Des plaisirs simples pour des gens simples, ou du moins c'est ce que je pensais. Vance Cromwell a hérité de la Syrie à la mort de son père il y a 10 ans. Le vieux Cromwell avait été dur mais juste. Vance n'était ni l'un ni l'autre. Il se pointait peut-être 2 fois par semaine, sentant généralement le bourbon et l'eau de Cologne chère. Il me laissait m'occuper de la gestion réelle des choses pendant qu'il s'attribuait le mérite de bénéfices qu'il n'avait pas gagnés. Il avait cette façon de regarder les employés qui me donnait la chair de poule. J'aurais dû faire attention quand il a commencé à regarder Mélanie de cette façon pendant les pique-niques de l'entreprise. Mon oncle Floyd vivait à 3 heures au nord, dans une cabane qu'il avait construite lui-même après son retour du Vietnam. Le frère cadet de mon père, mais la guerre l'avait vieilli au point de lui donner l'air d'être l'aîné.
Il se présentait chaque Thanksgiving avec des théories du complot et des avertissements sur le fait de faire confiance aux mauvaises personnes. Ils ont tué ton père, Roger, disait-il après quelques bières. Ils ont fait passer ça pour un accident, mais je sais que c'est faux. Ma mère le faisait taire, changeait de sujet. Après sa mort quand j'avais 20 ans, Floyd est devenu plus étrange, plus isolé. La dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était à Thanksgiving il y a 1 an. Il avait l'air malade, maigre, au courant de tout. Il m'a pris à part et m'a tendu une clé. Pour quand tu en auras le plus besoin, a-t-il dit. Il n'a pas voulu en dire plus. Les signes avant-coureurs avec Mélanie ont commencé doucement. De nouveaux vêtements qui coûtaient plus que notre budget. Des plaintes sur la maison trop petite, les vacances trop ennuyeuses, mon salaire trop modeste. Vance dit qu'il y a des possibilités d'avancement, avait-elle mentionné nonchalamment au dîner. Peut-être que tu devrais essayer de l'impressionner davantage. Je pensais qu'elle essayait d'aider. Maintenant, je sais qu'elle préparait le terrain pour quelque chose qui avait été planifié bien avant qu'elle ne soit cheerleader à mes matchs de football au lycée. Ce jeudi de mars a commencé comme n'importe quel autre jour, jusqu'à ce que mon contremaître, Pete, remarque que je transpirais à travers ma chemise. Patron, t'as une sale gueule, a-t-il dit. Rentre chez toi avant de contaminer toute l'équipe. Je prenais rarement de jours de maladie, mais la pièce tournait et mon estomac me donnait l'impression d'avoir avalé de l'acide de batterie. Je suis monté dans mon camion à midi, sautant le déjeuner, voulant juste me glisser dans mon lit. Le trajet jusqu'à la maison a duré 12 minutes. Je m'en souviens parce que je les décomptais, luttant pour ne pas m'arrêter et vomir. Quand j'ai tourné dans Maple Street, j'ai vu la Mercedes de Vance garée dans mon allée. Cette classe S argentée qui coûtait plus que ce que je gagnais en 2 ans, garée effrontément à côté de la Honda de Mélanie. Ma première pensée a été que quelque chose s'était peut-être passé à la Syrie. Peut-être qu'il y avait eu un accident et que Vance était venu le dire à Mélanie personnellement. Je me suis garé dans la rue et j'ai marché jusqu'à ma propre porte d'entrée. Elle était verrouillée, ce qui était étrange. Nous ne la fermions jamais à clé pendant la journée à Millbrook. J'ai cherché mes clés et c'est là que je l'ai entendue. Le rire de Mélanie venant de l'étage, pas son rire poli ou son rire de télévision. Le rire que je pensais réservé à moi seul. Je suis resté dans mon propre couloir à écouter ma femme et mon patron dans ma chambre. La chose intelligente aurait été de partir, de réfléchir, de prendre un avocat d'abord. Mais l'intelligence s'est envolée. J'ai monté ces escaliers que j'avais montés 10 000 fois, passant devant les photos d'école de Tommy et Grace, devant notre photo de mariage sur le mur. La porte de la chambre était entr'ouverte. Vance était assis de mon côté du lit, en train de mettre ses chaussures. Mélanie portait un peignoir en soie que je n'avais jamais vu auparavant. Il parlait de Paris, d'un restaurant avec vue sur la tour Eiffel, aussi nonchalamment que possible, comme s'il ne détruisait pas une famille dans le lit où mes enfants avaient été conçus. « Bonjour, Vance », ai-je dit depuis le seuil. Vous auriez dû voir son visage. Pour une fois, Vance Cromwell n'avait rien d'intelligent à dire. Il a juste attrapé sa veste et m'a bousculé. « Nous en discuterons au travail demain », a-t-il marmonné, comme si j'étais un employé qui avait interrompu une réunion. Mélanie n'a même pas essayé de s'expliquer. Elle s'est assise à sa coiffeuse, celle que je lui avais achetée pour notre 10e anniversaire, et a commencé à se brosser les cheveux. « Depuis combien de temps, ai-je demandé. Est-ce que ça a de l'importance ? Elle a continué à se brosser les cheveux, de longs coups réguliers comme si nous discutions de la météo. Nos enfants dorment dans cette maison, Mélanie. Mes enfants. Elle s'est retournée alors, et son visage était froid comme le mois de janvier. Tes enfants ? Tu penses que Tommy veut être comme toi ? Travailler jusqu'à l'épuisement pour rien. Grace est déjà plus intelligente que tu ne le seras jamais. Il mérite mieux que ça. Elle a fait un geste de la main autour de notre chambre comme si c'était une cellule de prison. Mieux comme Vance ? Vance m'emmène en Europe le mois prochain. Il m'achète un condo en ville. Il me montre ce que la vie peut vraiment être au lieu de ça. Elle s'est levée, resserrant le peignoir de soie. Regarde-toi, Roger. Tu as 42 ans et tu as atteint ton apogée. Superviseur dans une scierie. C'est de ça que tu rêvais quand tu étais enfant ? C'est l'héritage que tu veux laisser ? Je rêvais d'avoir une famille, d'élever de bons enfants avec la femme que j'aimais. Elle a ri, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. La femme que tu aimais n'a jamais existé. J'ai joué un rôle, Roger.
J'ai été bonne à ça pendant un certain temps, mais je suis fatigué de faire semblant que c'est suffisant. Le lendemain matin, je me suis présenté au travail comme si de rien n'était. Mon équipe était déjà à son poste quand l'assistante de Vance m'a appelé au bureau. Vance était derrière le vieux bureau de son père, celui fait d'une seule pièce de noyer que le vieux Cromwell avait coupé lui-même. Nous allons faire quelques changements, a dit Vance, sans même lever les yeux de son ordinateur. Coupe budgétaire. Votre poste est supprimé avec effet immédiat. Je suis ici depuis 18 ans. Et vous avez été adéquatement rémunéré pour ces années. La sécurité vous escortera à la sortie. Vos effets personnels vous seront envoyés par la poste. C'est à cause de Mélanie. Il a levé les yeux, puis a souri, ce sourire que je voulais lui faire ravaler. C'est une question d'efficacité, Roger. Rien de personnel. Signez l'accord de séparation et vous aurez 2 semaines de salaire. Refusez et vous n'aurez rien. J'ai signé. Quel autre choix avais-je? Pas de travail signifie pas d'avocat pour le divorce qui allait sûrement arriver. Mais alors que la sécurité me faisait sortir, passant devant des hommes avec qui j'avais travaillé pendant près de 2 décennies, j'ai vu Pete et les autres regarder. Ils savaient que ce n'était pas une question de coupe budgétaire. Dans une ville comme Millbrook, tout le monde serait au courant avant le dîner. Les papiers du divorce ont été signifiés la semaine suivante. Mélanie avait engagé le meilleur avocat de 3 comtés. Parvenant à payer des honoraires qui auraient dû être impossibles avec notre budget. Elle voulait la maison, les enfants, une pension alimentaire et une pension pour les enfants d'un homme qui venait de perdre sa seule source de revenus. Le box de stockage est devenu mon monde après avoir perdu la bataille judiciaire. Le juge Harrison, qui avait par coïncidence reçu des contributions de campagne de Vance Cromwell, a décidé que j'étais une influence instable sur mes enfants. L'avocat de Mélanie m'a dépeint comme violent et imprévisible, utilisant mon seul moment de colère où j'avais frappé le mur du garage après avoir reçu les papiers du divorce. Peu importe que je n'ai jamais levé la main sur personne de colère auparavant. Peu importe 18 ans d'emploi stable et d'entraînement de l'équipe de baseball de Tommy. Vivre dans un box de stockage n'est pas quelque chose que l'on prévoit. On commence par dormir dans son camion jusqu'à ce que les flics vous disent de circuler. Puis on squatte des canapés jusqu'à ce que les femmes de vos amis se sentent mal à l'aise. Puis vous vous retrouvez chez Ustorit sur la route 30, donnant $89 que vous avez emprunté à votre beau-frère pour un box climatisé. Le gardien de nuit, un vieux du nom de Karl, faisait semblant de ne pas remarquer quand je commençais à rester après la fermeture. J'avais arrangé mes quelques biens comme des meubles, le lit de camp contre un mur, la vieille boîte à outils de mon père comme table, une lanterne à pile pour la lumière. Je gardais mes vêtements dans des bacs en plastique, je prenais ma douche au Planet Fitness en bas de la route pour $10 par mois. On apprend à faire des repas chauds sur un réchaud de camping, à faire la vaisselle dans un seau, à vivre si tranquillement que personne ne sait que vous êtes là. C'était ma 3e semaine dans cette boîte en béton quand j'ai décidé de trier les cartons que Mélanie avait jetés pendant le divorce. Principalement des choses dont elle ne voulait pas mais qu'elle savait que j'appréciais. Des albums photos, les médailles de guerre de mon père de Corée, des décorations de Noël que nous avions collectionnées au fil des ans. Chaque boîte était un coup de poing dans l'estomac, des souvenirs d'une vie qui semblait être le rêve de quelqu'un d'autre. La mallette était coincée derrière une boîte d'ornements recouverte de poussière, comme si elle était là depuis des années. En cuir marron, avec une serrure à combinaison, et une étiquette de bagage qui m'a glacé le sang. Mon nom y était écrit de l'écriture tremblante de l'oncle Floyd. Mais Floyd était mort depuis 8 mois. Comment était-ce arrivé là? J'ai essayé toutes les combinaisons auxquelles je pouvais penser. Anniversaire, dates importantes, rien ne fonctionnait. Finalement, j'ai pris un tournevis pour forcer la serrure, faisant levier jusqu'à ce que le métal cède. La mallette s'est ouverte avec un bruit sec qui a résonné dans le box de stockage comme un coup de feu. De l'argent. Des liasses bien ordonnées de billets de $100, enveloppés dans des bandes de banque. Je l'ai compté 3 fois, mes mains tremblaient tellement que je perdais le fil. $50 000, plus d'argent liquide que je n'en avais jamais vu en dehors d'un film. Mais c'est la lettre qui a tout changé. L'écriture de Floyd sur du papier jaune. Roger. Si tu lis ceci, c'est que tu as tout perdu. Tant mieux. Un homme ne peut pas reconstruire tant que les fondations ne sont pas saines. Cet argent n'est pas de la charité, et ce n'est pas de la pitié. Ce sont des fonds de voyage pour ce que tu dois faire ensuite. Conduis jusqu'à ces coordonnées dans le Montana. Gare-toi à la barrière rouge sur Timberwolf Road.
Marche vers le nord sur un mile jusqu'à ce que tu trouves le rocher qui ressemble à une tête d'ours. Derrière lui se trouve la vérité sur la raison pour laquelle ton père est mort. Je sais que tu penses que je suis fou. Tout le monde le pense. Mais fou, c'est juste le nom qu'il te donne quand tu vois des choses que les autres ne veulent pas voir. Ton père n'est pas mort dans un accident à la Syrie. Il a été assassiné par Cromwell Senior parce qu'il ne voulait pas vendre sa part des droits miniers. Ces droits valent des millions maintenant et ils t'appartiennent. J'ai passé 40 ans à rassembler des preuves, à bâtir une fortune avec ma propre part, attendant le bon moment. Mais le cancer m'a eu, et je ne vivrai pas pour voir la justice. C'est ton travail. La cabane a tout ce dont tu as besoin. Documents, enregistrements, photographies, et même quelques surprises sur cette femme que tu as. Ne fais confiance à personne, surtout pas à la famille. Ton cousin Dwight est dans la poche de Cromwell, il l'est depuis des années. Et Roger, ton père serait fier de l'homme que tu es devenu. Même si cet homme dort dans un box de stockage en ce moment. Parfois, le point le plus bas est juste l'endroit où tu dois être pour voir les étoiles. Fais-les payer pour ce qu'ils nous ont pris. Floyd. J'ai lu la lettre 6 fois avant que cela ne pénètre vraiment. Mon père possédait des droits miniers. Il a été assassiné. Et Floyd le savait depuis le début, mais n'a rien dit pendant 40 ans. Les coordonnées pointaient vers un endroit près du parc national de Glacier, dans la nature sauvage du Montana, où Floyd avait vécu comme un ermite depuis le Vietnam. Je me suis assis sur ce lit de camp, tenant $50 000, pendant que mon estomac gargouillait de faim. Cet argent pourrait me procurer un appartement, un avocat, peut-être la garde partagée de mes enfants. Cela pourrait résoudre mes problèmes immédiats. Mais les mots de Floyd sur la mort de mon père continuaient de résonner. Quelle vérité m'attendait dans le Montana? Quelle surprise à propos de Mélanie? La décision n'en était pas vraiment une. Le lendemain matin, j'ai acheté un Ford F-150 d'occasion pour $8 000 en espèces à un concessionnaire qui ne posait pas de questions. Je l'ai chargé de matériel de camping, de provisions et de nourriture pour une semaine de route. Je n'ai dit à personne où j'allais. À qui l'aurais-je dit? Mes enfants n'avaient pas le droit de me parler. Mes amis avaient choisi leur camp dans le divorce, et je n'étais pas dans l'équipe gagnante. Avant de quitter la Pennsylvanie, je suis passé une dernière fois devant la maison de Maple Street. Le vélo de Tommy était dans l'allée. La fenêtre de la chambre de Grace avait de nouveaux rideaux, violets au lieu du rose qu'elle avait choisi avec moi. La voiture de Mélanie était partie, probablement au condo de Vance en ville. Cette vie que j'avais construite continuait sans moi, comme si je n'avais jamais existé. Le trajet jusqu'au Montana a duré 3 jours de conduite intensive, ne s'arrêtant que pour l'essence et pour dormir quelques heures dans des aires de repos. Les coordonnées m'ont conduit au cœur du comté de Flathead, où les routes passaient de l'asphalte au gravier, puis à des sentiers à peine plus larges que des pistes de serre. Timberwolf Road était marqué par un panneau rouillé criblé de balles. Le genre d'endroit où le GPS abandonne et vous dit que vous êtes seul. La barrière rouge mentionnée par Floyd était en fait plus rouillée que rouge, avec une lourde chaîne et un cadenas qui s'ouvrait avec la clé qu'il m'avait donnée à Thanksgiving dernier. Au-delà, la route disparaissait complètement. J'ai garé le camion et j'ai commencé à marcher vers le nord en utilisant l'application boussole de mon téléphone jusqu'à ce que même celle-ci perde le signal. La forêt était si dense que la lumière du soleil atteignait à peine le sol. Chaque bruit me faisait sursauter, me demandant si des ours ou des loups m'observaient depuis l'ombre. Le rocher, en forme de tête d'ours, se trouvait dans une clairière, à exactement 1 mile de la barrière, selon mon comptage approximatif de pas. Il était massif, peut-être 4,5 mètres de haut, et sous le bon angle, il ressemblait vraiment à un grizzly de profil. Derrière lui, caché par des broussailles envahissantes, se trouvait un sentier qui menait sur une centaine de mètres supplémentaires à une cabane qui ne devrait pas exister. Ce n'était pas une cabane d'ermite délabrée. C'était une structure moderne avec des panneaux solaires, une antenne parabolique, et même un générateur qui bourdonnait silencieusement derrière un hangar. La porte était en acier renforcé, s'ouvrant avec une autre clé du trousseau de Floyd. L'intérieur ressemblait à un mélange d'espace de vie et de salle de preuve de détective. Un mur était couvert de photographies, de documents et de coupures de journaux remontant à 40 ans. Un autre contenait des classeurs, chaque tiroir méticuleusement étiqueté. Un bureau supportait 3 moniteurs d'ordinateur et du matériel de surveillance qui devait avoir coûté des milliers de dollars. La première chose que j'ai vue était la photo de mon père, jeune et souriant, debout à côté du vieux Cromwell à la Syrie. Il tenait des papiers, se serrait la main.
La légende, écrite par Floyd, accord de partenariat, 1976. Papa et Cromwell en tant que partenaires égaux. Les documents racontaient l'histoire morceau par morceau. Mon père, Daniel Andry, n'avait pas seulement travaillé à la Syrie. Il avait été le partenaire de Cromwell, ayant hérité de mon grand-père des droits miniers qui se sont avérés reposer sur l'un des plus grands gisements de gaz naturel de Pennsylvanie. Cromwell avait besoin de ces droits pour s'étendre. Mon père avait accepté un partenariat au lieu d'une vente. Puis sont venus les rapports de police de 1982. Accident industriel à la Syrie. Daniel Andry écrasé par un chargeur de bois qui a mystérieusement lâché. L'enquête a été superficielle. L'affaire a été classée en une semaine, mais Floyd avait découvert la vérité. Des registres d'entretien montrant que le chargeur avait été révisé la veille. Une police d'assurance que Cromwell avait souscrite sur mon père quelques mois plus tôt. Un témoin, maintenant décédé, qui avait vu Cromwell se disputer avec mon père au sujet d'une vente totale. Mais ce n'était pas le plus grand choc. Dans un dossier marqué « MD », il y avait des photographies qui m'ont glacé le sang. Mélanie a 16 ans avec Vance Cromwell, qui aurait eu 38 ans à l'époque. D'autres photos au fil des ans. Toujours à distance, toujours prudente. Puis un document qui m'a coupé le souffle. Un compte bancaire au nom de jeune fille de Mélanie, ouvert quand elle avait 17 ans, avec des dépôts réguliers d'une filiale de Cromwell Industries. Le matériel d'enregistrement contenait des dizaines de fichiers, tous datés et étiquetés. J'ai cliqué sur un datant d'il y a 3 ans. La voix de Floyd, vieille mais claire. Suivi MD à la réunion avec WC au Riverside Motel. Puis la voix de Mélanie, reconnaissable entre toutes. Il devient méfiant. Combien de temps encore dois-je jouer la femme au foyer? Vance répondant, jusqu'à ce qu'on puisse le provoquer à faire quelque chose que nous pourrons utiliser au tribunal. Nous avons besoin qu'il soit discrédité, pas seulement divorcé. Un autre enregistrement datant de l'année dernière seulement. Mélanie à nouveau. Je suis marié avec lui depuis 16 ans, Vance. J'ai eu ses enfants. J'ai fait semblant de l'aimer si longtemps que j'oublie parfois que je fais semblant. Vance, ses enfants sont à police d'assurance. Il ne se battra jamais vraiment avec eux au milieu. Et une fois qu'il sera brisé, vraiment brisé, les droits miniers reviendront à ses plus proches parents. En tant que sa veuve éplorée ou son ex-femme avec la garde exclusive, tu les contrôleras jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Je suis resté assis dans cette cabane pendant des heures, des morceaux de ma vie entière se réorganisant, comme un puzzle que j'avais regardé à l'envers. Mélanie n'était pas tombée amoureuse de moi. Elle ne m'avait jamais aimé du tout. Elle avait été placée dans ma vie comme une pièce d'échec, une jeune fille de 17 ans manipulée par un homme de plus de 2 fois son âge pour me détruire des décennies plus tard. Les documents financiers étaient stupéfiants. Les droits miniers que mon père avait refusé de vendre valaient maintenant environ 8 millions de dollars. Floyd avait tranquillement perçu les paiements de location sur sa part pendant 40 ans, vivant comme un pauvre tout en bâtissant une fortune. Chaque centime était documenté, chaque transaction légale et propre. Et selon le testament que j'ai trouvé dans le bureau, chaque centime était maintenant à moi. Mais Floyd avait été plus malin que de simplement amasser de l'argent. Il avait monté un dossier juridique qui détruirait Cromwell Industries. Violations environnementales, évasion fiscale, corruption de fonctionnaires locaux, y compris le juge Harrison, qui avait statué sur mon divorce. Les preuves étaient accablantes, méticuleusement rassemblées, attendant comme un pistolet chargé. Le dernier fichier sur l'ordinateur était un message vidéo de Floyd lui-même, enregistré quelques semaines seulement avant sa mort. Il avait l'air squelettique, rongé par le cancer, mais ses yeux étaient plus vifs que jamais. « Roger », dit-il à la caméra. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire plus tôt, mais ils surveillaient. Ils ont toujours surveillé. Si tu vois ça, c'est que tu as tout perdu, ce qui signifie qu'ils pensent t'avoir gagné. Ils ne surveillent plus. Maintenant, tu peux te battre. L'argent est à toi, légal et propre. Mais ce que tu fais des preuves, c'est ton choix. Tu peux prendre la fortune et disparaître, ou tu peux finir ce que ton père a commencé. Dans tous les cas, ils perdent. J'ai passé 3 jours dans la cabane de Floyd, mémorisant chaque document, copiant chaque fichier, comprenant toute l'étendue de ce que les Cromwell avaient fait. Le choix dont parlait Floyd n'en était pas vraiment un. S'enfuir avec l'argent signifierait les laisser gagner. Laisser le meurtre de mon père impuni. Laisser mes enfants grandir en croyant que leur père était un raté qui les avait abandonnés.
Le retour en Pennsylvanie était différent. Je ne fuyais plus quelque chose. Je conduisais vers la justice avec un camion plein de preuves et un compte en banque qui me donnait enfin le pouvoir de me battre. Mon premier arrêt a été le bureau du FBI à Pittsburgh. L'agent Patricia Knowles a écouté mon histoire avec un visage de pierre qui m'a fait penser qu'elle avait entendu toutes les théories du complot imaginables. Puis je lui ai montré les documents. Son expression a changé. Elle a fait venir 2 autres agents, puis son superviseur. L'enquête a duré 4 mois. 4 mois de grand jury secret, de comptables judiciaires fouillant dans 40 ans de livres de Cromwell Industries, d'agents fédéraux interrogeant tous ceux qui avaient déjà fait affaire avec Vance. Je suis resté silencieux, vivant dans un petit appartement à Pittsburgh, suivant les conseils de mon avocat de rester invisible pendant que la machine de la justice avançait lentement. Les arrestations ont eu lieu un mardi matin. Vance Cromwell emmené de son country club menotté. 3 conseillers municipaux, le juge Harrison, même le chef de la police qui avait classé si rapidement le rapport d'accident de mon père. Les accusations allaient de l'évasion fiscale au complot en passant par des crimes environnementaux qui coûteraient des millions en nettoyage. Le meurtre ne pouvait pas être poursuivi car le vieux Cromwell était mort depuis longtemps, mais son fils paierait pour avoir continué la dissimulation. L'arrestation de Mélanie a été différente. Ils l'ont emmenée de l'école primaire où elle venait chercher Grace. Elle m'a appelé de prison, la première fois que nous nous parlions en des mois. « Comment as-tu pu faire ça à tes enfants ?» a-t-elle crié. « Ils vont voir leur mère se faire arrêter. »« Leur mère n'a jamais été réelle, lui ai-je dit. Tu étais une fiction, un personnage joué par une fille que Vance a manipulé quand elle avait 16 ans. Les enfants méritent de savoir qui est vraiment leur père, pas le raté que tu as essayé de dépeindre. » Elle s'est effondrée alors, la vérité faisant enfin craquer sa performance parfaite. On lui avait promis des millions pour me détruire, pour voler l'héritage de mes enfants, pour continuer une arnaque qui avait commencé avant même ma naissance. La femme que j'avais aimée, que je pensais m'avoir aimée, a admis qu'elle recevait des paiements depuis le lycée pour se rapprocher de moi, pour m'épouser, pour avoir des enfants avec moi, tout ça pour que les Cromwell puissent finalement voler ce que mon père était mort en protégeant. Le procès a fait la une des journaux nationaux. Une dynastie du bois d'une petite ville tombe dans une conspiration de plusieurs décennies, titraient les journaux. Vance a pris 15 ans de prison fédérale. Mélanie a pris 5 ans mais en purgera probablement 2. Les autres conspirateurs sont tombés comme des dominos, chacun se précipitant pour passer des accords et témoigner contre les autres. Mais la vraie victoire est venue quand j'ai récupéré mes enfants. Tommy et Grace avaient vécu avec la mère de Mélanie pendant le procès. La première fois que je les ai vus après que tout soit sorti, Tommy ne voulait pas me regarder dans les yeux. Grace a couru vers moi en pleurant, demandant si maman était vraiment une mauvaise personne. Votre mère a fait des choix terribles, leur ai-je dit, les tenant tous les deux dans le salon de notre nouvelle maison, un endroit modeste non loin de leur école. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Les gens sont compliqués. Ils peuvent faire de mauvaises choses et avoir quand même du bon en eux. Cela a pris du temps. Thérapie pour nous 3. La colère de Tommy s'est lentement transformée en compréhension. La confusion de Grace s'est muée en acceptation. Nous avons trouvé notre rythme en tant que famille différente, une famille construite sur la vérité au lieu des mensonges. J'ai utilisé l'argent de Floyd pour créer ma propre entreprise de bois, Andry et Fils, même si Tommy jure qu'il veut devenir ingénieur, pas ouvrier de scierie. J'ai embauché Pet et les hommes de bien de Cromwell Industries, leur donnant de meilleurs salaires et un vrai respect. Le box de stockage où je vivais est toujours à moi. Je paie les $89 chaque mois et j'y vais parfois juste pour me souvenir. Carl, le gardien de sécurité qui avait fait semblant de ne pas me remarquer y vivre, travaille maintenant comme mon superviseur de nuit. Souviens-toi d'où tu viens, m'a-t-il dit une fois, et tu ne perdras jamais de vue où tu vas. L'oncle Floyd avait raison sur tout. Parfois, il faut tout perdre pour trouver la vérité. Mon père est mort en refusant d'abandonner ce qui lui revenait de droit, et il a fallu 40 ans pour que la justice se manifeste. Floyd a vécu comme un ermite, rassemblant des preuves et de la richesse, sacrifiant sa propre vie pour s'assurer que la vérité finirait par éclater. Et moi, je suis passé de manger des haricots froids dans un box de stockage à posséder un héritage de 8 millions de dollars et une entreprise prospère. Mais la vraie richesse n'est pas sur le compte en banque. C'est dans le rire de Tommy quand je l'aide avec ses devoirs de calcul qu'il insiste ne pas avoir besoin d'aide. C'est dans le sourire de Grace quand elle me montre son projet scientifique sur la sylviculture durable. C'est de savoir que mon père serait fier,
que le sacrifice de Floyd a signifié quelque chose. Que parfois, la pire chose qui vous arrive est en fait un cadeau emballé dans du fil de fer barbelé. Mélanie a dit que je mourrais pauvre et seule. Elle avait tort sur les 2 points. Mais plus important encore, elle m'a montré que vivre un mensonge entouré de gens est la vraie solitude. La vérité, même quand elle détruit tout ce que vous pensiez savoir, est la liberté. Et la liberté, j'ai appris dans un box de stockage de 1,5 par 3 mètres en mangeant des haricots froids, vaut plus que tous les droits miniers de Pennsylvanie. Je m'appelle Roger Andry. Je n'étais personne de spécial, juste un superviseur de Syrie essayant d'élever ses enfants correctement. Mais parfois, personne de spécial est exactement celui qui doit se lever et se battre. Parfois, le gars ordinaire est celui qui fait tomber un empire construit sur des mensonges et des meurtres. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, si elle vous a fait réfléchir aux vérités qui pourraient être cachées dans votre propre vie, alors s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que toucher le fond n'est pas la fin. Commentez ci-dessous avec votre propre histoire de dépassement de la trahison ou de découverte de la vérité dans des endroits inattendus. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires réelles de gens ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires. Parce que tout le monde a une histoire et parfois les plus puissantes viennent des endroits les moins attendus.